Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes au vendredi 9 décembre de l'année 2016. Très heureux de vous retrouver sur LCF et aussi sur CTF pour l'émission Talk Talk. Toutes nos excuses pour ce léger retard dû à quelques soucis techniques. On devrait avoir tous les journaux, mais on ne peut pas avoir tous parce que ça paraît refusé d'afficher certains journaux. On va faire la une. Avant chose, je vous présente les confrères ici en studio ce matin. Nous avons Elom Matissoubou du journal La Nouvelle Tribune. Bonjour Elom. Bonjour Junior et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices d'LCF et aux auditeurs auditrices de CTFM. Alors je rappelle que Elom Matissoubou est le patron du journal La Nouvelle Tribune. En face d'Elom, nous avons Olivier Adia, le patron du journal Harakiri, aussi du site de l'agence de presse Afripresse. Bonjour. Oui, bonjour Junior et nos salutations à tous ceux qui sont devant leurs petits écrans. Alors, dans la seconde partie, nous aurons comme invité M. Jean-Claude Vignoli. Il est le directeur des programmes de UPR Info. Avec lui, on parlera de ce qui c'est que les examens périodiques universels. Avant tout, mesdames et messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce vendredi 9 décembre 2016, nous commençons par le journal dans le Miroir Info. Le journal titre Participation du Togo à la CAN Gabon 2017 des comités ou la Fédération togolaise de football pour organiser la campagne. Édition 2016 de la Foire internationale de Lomé, un bilan plus que satisfaisant. Retour sur les temps forts de ce grand rendez-vous d'affaires. Combat de boxe ce 16 décembre à Lomé. Prince le réseau prêt pour défendre son titre de champion du monde GBC. Dans les cas également le quotidien privé Liberté. Le journal titre Atelier sur la décentralisation. Après la proclamation des belles intentions, c'est quoi la suite? Les élections locales au Togo, un véritable serpent de mer. Relations France-Togo, média parfait, des révélations sur la visite de Manuel face au Togo. Présidentiel au Ghana, Nana Akufo-Addo du NPP, s'autoproclame John Noirma se dit confiant. Le canard indépendant avec nous ce matin, le journal titre Écoute téléphonique des chefs d'État africains par la Grande-Bretagne, Fond Yassingbe, aussi espionné, grève des enseignants et si le gouvernement sauve les élèves. L'alternative a un petit retard au niveau de la régie, on peut poursuivre. Alors allons-y avec l'alternative. L'alternative qui titre à sa une ce matin. On peut avoir l'alternative de petits soucis encore de l'autre côté. Ce matin, décidément, on a tellement de soucis techniques. Loi de finances collectif budgétaire de 2016. Comment le gouvernement passe à l'écriture l'achat de 4 hélicoptères fantômes. Liste complète des immeubles hypothéqués sur le sous-cours de 156 milliards. Politique après la Gambie, la probabilité d'une nouvelle alternance au Ghana fait de Fort Gnassingbé une curiosité de l'espace CEDEAO. Chronique de la semaine avec nous, on peut voir le chronique de la semaine à l'antenne, merci. Élection présidentielle en Gambie, Jamais reconnaît sa défaite et félicite le vainqueur, l'opposant Adama Barrow. Et si l'opposition togolaise tirait les leçons de l'efficacité de la candidature unique. Le changement est avec nous ce matin, le journal titre à sa une atelier de réflexion sur les enjeux de la décentralisation, encore un machin pour divertir les Togolais de l'essentiel. La Nouvelle Tribune titre à sa une, on peut avoir la Nouvelle Tribune à l'antenne s'il vous plaît. La Nouvelle Tribune titre à sa une ce matin. Des dossiers noirs de Togo Télécom sous l'ère Sam Bikassam. Charles Wala Azumaro, accusé de faux. Sam Bikassam Africatech a voulu nous vendre de la pacotille à un prix exorbitant. Afritech de l'SDG Togo Télécom finalement titulaire. Les langues se délient à lire dans le journal. Avec nous ce matin également Togo Matin de Dieudonné Kourola-Kina qui citera à sa une. Crise dans le scolaire, mieux vaut la rue que la classe. Processus de décentralisation, recherche d'issue et portée. Flambeau des démocrates de Loïc Lasson est avec nous. Marche obligatoire du Togo vers la décentralisation. Trop d'hésitation. Landerneau politique aussitôt créé, aussitôt disparu. Où sont passés le net et Togo autrement. Des Guardians dans les kiosques. Gros scandale foncier à Kato VP. Une expropriation de plus de 92 hectares à visage découvert qui sont la magouille. Togui Semekonao, rattrapé par ses propres appétits, induit la justice en erreur. Et bien on va s'arrêter là parce que vraiment on a des petits soucis pour représenter toute la une des journaux. On s'excuse auprès des autres confrères, on y reviendra peut-être lundi. Alors le jingle on a ça la première partie de l'émission. Retour ensuite avec nos confrères Elom Matissoubou de la Nouvelle Tribune et Olivier Adia d'Afripresse. Bonjour, chers confrères. Bonjour. On va parler de sujet crucial, une bombe à retardement. Au Togo, c'est le foncier.
Ces derniers jours, ces dernières semaines, sur les médias partout, sur les réseaux sociaux, on parle du foncier. Des populations entières qui sont expropriées, on vient casser les constructions vieilles de plusieurs centaines d'années. Et votre journal Harakiri a fait cas d'un cas spécial qui se passe dans la zone de Zanguera, où un jeune de 26 ans a décidé donc de déloger tout un village, soit disant que les terres appartenaient à son arrière-grand-père, un truc comme ça, Olivier Adja. Oui, je crois que dans le domaine du foncier, l'État est en train de démissionner. Et force n'est plus à la loi. Et puis, vous voyez les pauvres donc être écrasés par ceux qui croient qu'ils ont la force, ceux qui croient qu'ils ont des soutiens. Et c'est le cas de ce jeune qui s'appelle Attila Mauko et qui est connu donc pour être un jeune géomètre qui est ancré, ou bien en tout cas qui est dans tous les réseaux pas possible, et qui s'accapare les terres des gens. Et il a décidé de mettre la main sur plus de 300, je sais pas, et 400 hectares dans la zone de Zanguera, et avec la complicité, bien sûr, il faut le mentionner, de certains hauts juges, donc de nos chambres supérieures. Et on ne va pas donner de nom ici, mais et je crois que c'est assez grave que lorsque nous nous sommes transportés sur les lieux, nous avions vu le passage, ou bien les dégâts donc causés par le passage de ceux-là que nous appelons les gros bas, communément les gros bas ici, qui ont été sollicités par ce jeune pour faire une descente que moi je nommerais punitive dans cette localité. Mais encore, ce qui est plus ahurissant, c'est qu'ils ont été assistés par la force publique. C'est-à-dire la police était aussi là, à côté de ces gros blas-là, qui ont brûlé, qui ont cassé, qui ont tabassé, donc des gens qui ont détruit des lieux donc, de prière. Et vraiment, c'était un paysage de guerre. Et on se croirait au Darfour avec le passage des Djingaouides, c'est ce que nous avons vu. Non, mais, et il faut dénoncer cela parce que le chef de l'État lui-même avait parlé donc d'une bombe sur laquelle nous étions assis. Mais aujourd'hui, on ne voit rien arriver. Et plutôt, ça s'empire parce que avant, c'était le phénomène de double vente. Et un propriétaire qui va vendre 2 fois, 3 fois sa parcelle à des personnes différentes. Mais aujourd'hui, c'est un réseau tout à fait constitué et composé de hauts magistrats, composé d'avocats, composé d'huissiers, composé de tout ce que vous pouvez imaginer. Et qui sont là et qui vont s'accaparer ou bien accaparer les terres. Donc des gens et qui délivrent des procès bien rédigés, en absence de tout conflit, en absence de toute convocation. Est-ce que le procès a eu lieu quand même? Est-ce que les gens, quelqu'un se plaît du fait que les terres l'appartenaient? Est-ce que la justice a planché, a décidé? Non, je crois que quand nous avons interrogé les autochtones, ils ont dit qu'ils n'ont jamais eu de procès avec le jeune, mais qu'entre-temps, il y a eu un problème avec son papa, qui était un étranger qui s'était installé dans la localité, et à qui on avait donné quelques parcelles pour ses activités champêtres. Donc après, il y a eu un problème parce que son papa voulait se dire, ou en tout cas voulait avoir la propriété des lieux, et avant sa mort, il y a eu ce conflit-là. Donc si c'est ce conflit-là dont il parle, oui, mais alors ça va concerner un espace circoncis, ça va concerner peut-être 2 lots, 3 lots, mais pas tout le village. Maintenant, aujourd'hui, ils demandent à tout le monde de déguerpir, même ceux-là qui se sont installés là-bas depuis les temps immémoriaux, et tous, ils leur demandent de déguerpir. Y compris le chef. Y compris tout le monde, le chef y compris. Et si vous avez acheté déjà la parcelle, il vient vous voir et négocie avec vous, vous payez le prix. Donc, il vous fixe, ou soit vous aussi vous partez. Donc, c'est le phénomène, et ce n'est pas ça seulement. À Davier, c'est le même cas. Je vais poser la question, donc à Elo Mathieu, il faut qu'il parle aussi. Énorme, tu as suivi, donc, Afrique Presse et Harakiri ont fait un dossier que moi j'ai lu, et c'est vraiment ahurissant ce qu'on a lu dans ce reportage-là. Et c'est le cas avec David, on a vu les gens qui dorment depuis quelques jours à la belle étoile, parce qu'ils ont été délogés, les toits sont enlevés par la police, et aussi là-bas aussi les gros bras sont passés. Alors, mais c'est quoi cette histoire en fait? Bon, en fait, c'est un peu difficile et éprouvant ce qui se passe au niveau du foncier au Togo. Il y a quelques semaines déjà, vous vous rappelez que les expropriés de Lomé 2, ceux à qui appartenait
les terres au niveau de Lomé 2 qui demandaient à rentrer dans leurs droits. Les gens de Baie. Voilà. Et ensuite, il y a eu aussi cette affaire de Davier. Et il y a eu également un autre village vers Zanguera qui a été totalement rasé par un jeune, sinon 3 jeunes, qui disaient agir au nom d'une haute autorité de l'État, ici dans ce pays. Et il y a quelques semaines, on a assisté à une autre scène au niveau de Klouvi, vers Akodesewa, où la force publique est venue pour déloger des gens un matin. Et ensuite, depuis quelques heures, un jeune qui sème la terreur au niveau de Zanguera. Bon, toute cette histoire, on ne comprend absolument rien parce que les décisions de justice sur lesquelles agissent ces personnes-là sont des décisions de justice qui émanent de certains juges. Comme Olivier l'a dit tout à l'heure, on a comme l'impression que les juges, sinon, les juges sont de mèche avec ces personnes qui sont en train de déloger aujourd'hui des paisibles populations, de paisibles personnes. Mais il faut rappeler aussi qu'au Togo, la terre appartient aux collectivités, non à l'État. Et donc, c'est aux collectivités de pouvoir s'organiser pour pouvoir se répartir les choses. Contrairement à d'autres pays où la terre appartient à l'État, au Togo, la terre appartient aux collectivités. Bon, maintenant, le fait que la terre appartienne aux collectivités n'induit pas forcément le fait que l'État doit démissionner. Aujourd'hui, on assiste à une démission de l'État. Même si cette semaine, il y a eu le Forum national sur le foncier qui s'est tenu dans un hôtel de la place, on ne sent pas encore une certaine législation rigoureuse dans le domaine du foncier. Tout se passe comme si je vois tel juge, je lui donne peut-être 5 hectares ou 10 hectares, je peux facilement avoir gain de cause et m'approprier une centaine d'hectares ou 200 hectares. Comme on le voit au niveau de David, par exemple, une seule dame à 800 hectares. À plus de 800 hectares. Oui, mais c'est pour elle seule. Oui. Or, au début, il paraît que c'était 3 hectares, après c'est 100, maintenant elle a pour de 800. Peut-être un jour elle va prendre même la ville de Tchévier. Et comme ça, elle est juge, ils délivrent des documents, des décisions de justice. Oui, c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que c'est un problème profond, un problème que personne ne comprend. Vous savez, les recommandations de la CVJ ont également fait cas du foncier et qui constitue aujourd'hui une bombe à retardement, comme vous l'avez dit en introduction. Et il va falloir que la justice togolaise, qui est en train d'arpenter le chemin de la modernisation, puisse aller du côté du foncier, où il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, on a un ministre de l'urbanisme et de l'habitat qui essaie de faire de son mieux, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui sortira concrètement, qu'est-ce qui est sorti concrètement du Forum national sur le foncier? Parce qu'il ne suffit pas de rester et de réfléchir, de dire qu'on a construit des logements sociaux, etc. Mais si c'est comme ça, moi aussi j'ai une maison, Olivier a une maison, Junior tu as une maison, beau matin, il y a 2 individus qui débarquent et ils brandissent une décision de justice avec des gros bras et des gendarmes et ils disent que bon, ici c'est le terrain de mon arrière-grand-père et voilà le document, la cour d'appel m'a donné raison, tout ça. Mais écoutez, c'est trop facile. On est là dans un pays où, bon, par rapport au foncier, il y a toute une anarchie. Personne ne contrôle ce qui se passe dans ce domaine. Et donc, il va falloir qu'on puisse aller vers la normalisation des choses, vers le contrôle, un contrôle plus rigoureux des terres. Sinon, au niveau du cadastre, voir ce qui se passe réellement pour qu'on sache qui a fait quoi et à qui appartient quelle terre et pour qu'on organise les collectivités afin qu'il n'y aura plus ce problème. La question qui se pose, pourquoi la direction du cadastre délivre les tampons, les documents, ça dit, sur les terres, les 3 tampons, sachant que ces parcelles appartiennent à d'autres. Parce que ceux de Davier disent qu'ils ont des documents, c'est leur terrain, mais on dirait de léger bombarder comme ça par une décision de justice. Non, je crois que dans ce domaine, il y a une mafia qui est pire que la Camorra, ou soit voilà, la mafia italienne et sicilienne. Je crois qu'aujourd'hui, si il faut faire une enquête bien poussée donc dans ce domaine, vous comprendrez que cette mafia a infiltré tous les secteurs, y compris donc au niveau du cadastre où certains agents, et j'ose le dire, sont aussi en complicité avec ces gens-là, puisque si je suis dans ce réseau et j'imagine comment ça peut fonctionner, je vais, mon ami au cadastre me délivre donc les plans de la personne que je veux, sur laquelle je veux donc mettre ma main, et on me photocopie ces plans, je vais faire et je vais changer ça et je me l'approprie et j'arrive et puis ils arrivent même. Le nouveau propriétaire ou bien l'usurpateur arrive même à faire plus que les 3 tampons, à avoir tous les papiers donc sur votre terrain et il vient, il débarque avec
ces documents, vous vous demandez d'où ces documents proviennent. Donc, il y a cette complicité-là au niveau du cadastre, au niveau du ministère de l'urbanisme, au niveau de toute l'administration, si bien que ces gens-là mettent la main sur tout quand ils veulent. Et ils vous délivreront les papiers en règle. Vous comprenez? Donc là, on est en danger. Et il faut dire, et bon, mon confrère a dit tout à l'heure que au Togo, la terre appartenait aux collectivités. Mais je crois que c'est ce qu'on veut, on veut bien nous faire croire. Au Togo, la terre n'appartient pas qu'aux collectivités. La terre appartient à part égale aux collectivités et à l'État. Parce que lorsque vous êtes une collectivité, vous donnez 50% de la totalité. Enfin, le lotissement. Oui, le lotissement, vous partagez à part égale avec l'État. L'État a une partie égale donc, de ce que vous avez. Donc la terre en réalité appartient à part égale aux collectivités et à l'État. Donc l'État ne doit pas se cacher derrière l'argument selon lequel la terre appartient aux collectivités pour démissionner. Et puisque ceux-là qui en réalité sont dans ces réseaux, ce sont des commis de l'État, ce sont des responsables, ce sont des ministres, ce sont des juges, des hauts juges, donc qui commettent ça. Et ça affaiblit même la justice, puisque la position de la justice aujourd'hui, elle est faible. On veut avoir une justice forte et la justice se rend complice de ces gens, si bien que les citoyens ne sont plus prêts à accepter les décisions de la justice parce que ce sont des décisions uniques, ce sont des décisions qui proviennent des circuits pas possibles. On a vu tout récemment Davier où la population est sortie manifester violemment et on a vu aussi l'intervention vraiment de la police qui a vraiment bastonné tous. Il y a eu au moins une trentaine d'arrêtés. Oui. Et les gens aujourd'hui dorment à l'étoile, comme ça, à la belle étoile. Personne n'est là pour les assister. Les enfants, les écoles ont été détruites. Alors, que faut-il faire pour trouver une solution, par exemple, aux gens de Davier? Bon, pas seulement aux gens de Davier, mais bon, ce qui se passe aujourd'hui à Davier, c'est un problème social. Et il va falloir que l'État puisse quand même prendre ses responsabilités dans les prochains jours, parce que cette affaire risque de connaître d'autres tournures. Aujourd'hui, on assiste à ce genre de choses comme si tout dépendait des collectivités, c'est-à-dire que l'État, peut-être le gouvernement observe ce qui se passe pour dire que peut-être les collectivités vont s'entendre, faire un dialogue. Mais ce qui va se passer dans les prochains jours, personne ne le sait. On assiste aujourd'hui à une sorte de fatwa qui est lancé par un groupe d'individus contre des populations que ce groupe d'individus est en train d'exproprier. Mais ce qui va se passer dans les prochains jours, personne ne le sait. Donc si aujourd'hui on assiste à des policiers, à des gendarmes qui délogent, à des gros bras surtout, parce que ce phénomène... le ministère de la Sécurité a interdit ce phénomène dans ce pays. Oui, c'est-à-dire que ce phénomène-là, personne ne comprend. Il va falloir que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile puisse quand même réguler ce secteur, parce que les gros bras ne constituent pas une force de maintien de l'ordre. Il faut qu'on soit d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à défaut d'aller vers la gendarmerie ou la police qui assure le maintien de l'ordre, mais les gens vont vers les gros bras qui créent l'anarchie. Et des fois, la police et la gendarmerie font appui au gros bras pour venir assister sur le terrain. Oui, mais ça dépend de chef de troupe. C'est-à-dire que le chef... C'est scandaleux. Oui, mais c'est le chef de troupe. Peut-être que, bon, au niveau, comme on le dit tout à l'heure, on assiste à un groupe d'individus qui est protégé par des gros bras et par des hautes autorités du pays. C'est-à-dire que l'affaire foncière au Togo, c'est une affaire dans laquelle, quand vous fouillez, vous voyez des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui tirent les ficelles et qui disent aux gens d'aller peut-être faire ci, faire ça. Mais c'est scandaleux. Mais ce phénomène de gros bras, justement, il va falloir que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile puisse mettre fin à ça. C'est-à-dire que sinon ça va créer un précédent dangereux quand par exemple de gros bras vont venir quelque part et qu'une population ne va pas se laisser faire, et ou par exemple quand vous voyez, vous allez quelque part au fin fond du Togo où il y a une population d'une ville spécialement que vous connaissez, suivez mon regard, qui ne se laisse pas faire en ce qui concerne l'anarchie, etc. Mais on vous rentre dedans proprement, c'est-à-dire que et puis ça crée un incident social. Il va falloir que le ministère de la Sécurité puisse veiller à ça, de façon à ce qu'on ne puisse pas envoyer des gros bras, ou sinon louer des individus pour venir déloger des gens, alors qu'il y a la force publique et qui est censée réguler l'ordre, maintenir l'ordre et faire les choses convenablement. Donc il faut qu'on aille vers une restriction, il faut qu'on aille vers un assainissement du domaine du foncier, parce que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat aujourd'hui ne doit pas s'arrêter au Forum national du foncier. Il va falloir qu'on organise peut-être une table ronde, un forum national des collectivités à qui appartiennent les terres, pour qu'on sache qui fait quoi, qui doit aller où, pour qu'on puisse réguler vraiment le secteur. On va suivre le dossier. Ouais, on lui reviendra. Il y a un forum qui a été annoncé, mais en réalité, ça a été reporté samedi, on ne sait pas pourquoi. Et c'était important, et je crois actuellement se déroule
les journées portes ouvertes des géomètres ou quoi, donc qui vont parler de cette question-là. Mais je crois que les géomètres, c'est les premières sources de la pagaille dans ce domaine. Parce que ce sont eux qui vont d'abord, et voilà donc faire la prospection, qui ont les plans et qui derrière donc vont voir les autorités, puisque ce qui se passe en réalité, quand ils mettent la main sur votre terrain, ils vont vendre ça à quelqu'un de puissant, c'est-à-dire une autorité et à vil prix. Et ils se disent que vous ne pouvez pas attaquer cette personne. Si vous l'attaquez même, vous n'aurez pas gain de cause. Et cette autorité-là a la force publique derrière elle. Elle demande, donc si elle dit à la police d'intervenir, la police intervient facilement. Donc je crois qu'il faut mettre de l'ordre. Et sinon, en réalité, nous ne sommes pas assis sur une bombe. Des ministres des hauts gradés qui sont tout puissants. Mais on va suivre le dossier de très peut-être on y reviendra dans les jours à venir. Mais il faut qu'on parle de l'école togolaise. On a vu les enseignants togolais sont en grève depuis quelques semaines. Et cette semaine, la grève tend à atteindre une ampleur incommensurable puisque les élèves descendent dans les rues. Surtout mercredi et jeudi, on a vu vraiment des violences dans les rues. Les élèves sont sortis, du public sont sortis. Là, on voit l'image par ça, c'est le collège NDA là. Ils sont sortis pour aller agresser la limite des élèves du privé. Et ça crée du désordre. Hier, après, on a appris que les syndicats et le ministre des élèves primaires et secondaires sont rencontrés. Au finish, il n'y a pas eu une solution, il n'y a pas eu de bons résultats. Bon, en fait, moi je suis quand même sidéré de constater que chaque année, on retourne à la case départ. Et moi d'abord, je condamne les enseignants, sinon ces syndicats d'enseignants avec la dernière rigueur. Je m'explique, parce que chaque année, depuis 2013, on assiste à une naissance d'un nouveau groupe de personnes ou d'enseignants qui conduisent la lutte. On ne peut pas conduire une lutte de cette manière. En 2013, on a eu d'autres syndicats. En 2014, on a eu d'autres syndicats. La STT, la Synergie des travailleurs du Togo, est née. Elle a mené la lutte. Elle a obtenu des résultats. Et l'USET, l'Union des syndicats des enseignants du Togo, a quand même dit qu'ils ne se reconnaissent pas à travers les résultats obtenus par la STT et que la STT a obtenu des résultats qui l'arrangeaient. Et donc, eux, ils vont quand même poursuivre la lutte. Et donc, l'USET aussi a décidé de continuer seule la lutte. Et en 2015, on a assisté aussi à un regroupement de syndicats qui ne se reconnaissaient pas à travers l'USET et qui aussi s'est démarqué de l'USET en disant que l'USET ne satisfait plus à ce que nous demandons. Donc il va falloir qu'on puisse nous aussi porter la lutte. En 2016 maintenant, on assiste à un autre groupe d'enseignants qui porte la lutte. Depuis 2013, faites vous-même la logique, faites vous-même le suivi. Vous allez voir que depuis 2013 à ce jour, il y a eu différents groupes de syndicats d'enseignants qui ont porté différentes revendications. On ne peut pas prendre en otage l'éducation d'un pays de cette manière. Mais il suffisait que le gouvernement règle le problème depuis, c'est bon. Si le gouvernement en 2013, on n'aurait pas assisté à chaque année à la création je ne fais l'avocat de personne. En 2013, le gouvernement va discuter avec qui? Avec les syndicats qui se reconnaissaient à travers le cadre permanent de concertation. Et ils sont toujours là. Mais en 2014, il y a eu la STT, jusqu'en 2015. Le gouvernement a discuté avec la Synergie des travailleurs du Togo. Il y a eu gain de cause, oui ou non? Il y a eu gain de cause, il y a eu une signature d'une feuille de route assortie de la mise en œuvre de certaines recommandations. Et en 2015, il y a eu une scission au niveau de l'USET. Il y a un syndicat qui est sorti de l'USET, sinon des syndicats qui disent aujourd'hui porter la lutte. Donc ça fait, depuis 2013, le gouvernement a discuté avec différents syndicats d'enseignants. Si aujourd'hui, en 2016, on satisfait à ces revendications qu'en 2017, il y a deux personnes qui émergent de ce groupe de syndicats et qui portent de nouvelles revendications. Vous allez satisfaire à ça aussi. Et donc chaque année, le gouvernement va se mettre à satisfaire les revendications des enseignants. Moi, c'est la question que je me pose. Il faut que nous voulons une solution définitive aussi. Je suis d'accord. Par rapport à ça, je suis d'accord parce que depuis 3 années déjà, le chef de l'État a promis les assises nationales dans le secteur de l'éducation. Bon, moi, ça me désole un peu, parce qu'un chef de l'État, c'est d'abord quelqu'un qui respecte sa parole. C'est-à-dire que dans un pays, c'est trop facile de dire, mais il faut aussi, dans une certaine manière, essayer de faire ce qu'on dit. C'est ça le plus important, comme le dit une citation. Donc, le président de la République a promis les assises nationales dans le secteur de l'éducation et de la santé. Il va falloir qu'on puisse aller à ces assises pour que chacun puisse poser sur la table le problème réel qui mine son secteur afin qu'on puisse savoir où est-ce qu'on va. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez des enfants qui vont à l'école et que vous assistez à ça, vos enfants sortent et pour aller déloger d'autres en lançant des pierres, etc. Mais vous êtes sidéré, vous êtes estomaqué, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, on a quand même fait certaines choses. Et la synergie a discuté. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la synergie ne dit rien. Vous constatez que la synergie des travailleurs du Togo ne dit rien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord par rapport à ce qui se passe, mais ça veut dire que quelque part, eux, ils ont obtenu gain de cause à travers d'autres discussions.
Maintenant, au niveau du CPC, mais qui est le cadre ils ont permanent. encore la synergie encore des réclamations en vue. Hein. Oui, peut-être oui, que la synergie oui. somnole, ou bien, Peut-être, mais peut-être réveiller à tout moment. Oui, on sait jamais. évidemment, on est d'accord. Mais aujourd'hui, il va falloir que le cadre permanent de concertation ou au sein duquel discutent ces syndicats d'enseignants puisse peut-être être élargi ou révisé. Parce que si la question doit rester là, il va falloir qu'on puisse réviser le cadre permanent de concertation pour que toutes les entités se retrouvent dans le cadre permanent de concertation afin de poursuivre les discussions. Parce que d'autres syndicats disent que certains ne portent pas bien la lutte et qu'eux, ils sont plus représentatifs. Maintenant, la question est posée. Alors, Olivier Adja, est-ce que c'est le gouvernement qui dépasse les problèmes chaque année, qui refuse de les régler définitivement, ou bien c'est les syndicats qui ne sont pas sérieux? Non, il faut commencer en disant que la loi reconnaît à tout travailleur la liberté Syndical. de se mettre donc ensemble pour créer un syndicat. Là, on ne peut pas remettre en cause donc cette liberté reconnue donc aux travailleurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, c'est le fait qu'on ne peut pas condamner les syndicats parce qu'ils estiment qu'on ne défend pas bien ou une centrale syndicale ou un autre syndicat ne défend pas bien leur cause ni leur intérêt. Parce que ce sont eux donc qui savent ce qu'ils cherchent et savent aussi que le gouvernement n'est pas en train donc de les satisfaire. Je suis d'accord que l'année dernière, ou il y a quelques mois de cela, le gouvernement a eu donc des discussions avec la STT et dans un cas donné, et ça a donné donc lieu à des émoluments qui ont été reversés donc aux travailleurs en général. Mais aujourd'hui, le constat est qu'il y a beaucoup de choses aussi qui restent à faire. Et la plateforme est là. Quand vous prenez la plateforme, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Donc, quand est-ce que ça va être fait? Vous savez, moi je me dis que chaque peuple, tous les peuples au monde ont chacun des traits de caractère. Et ce qui caractérise le Togolais, c'est d'abord voilà, la division et la contestation. Donc, aujourd'hui, étant donné que ceux-là qui étaient devant ont eu la moindre posture, la STT, quand elle arrivait, elle estimait que les centrales syndicales qui étaient là étaient corrompues, ne défendaient pas bien donc les intérêts des travailleurs. Ils sont allés créer ce qu'on appelle la STT et qui s'est transformée plus tard en centrale syndicale. On a connu l'ISET, comme lui-même l'a dit, qui a contesté donc d'autres décisions de la STT. Aujourd'hui, c'est dans l'ordre normal des choses que les syndicats qui naissent aujourd'hui contestent aussi ce que les autres font. Donc, je ne vois pas en quoi on peut remettre en cause cette démarche-là. Plutôt, moi, je trouverais au niveau du gouvernement une mauvaise, donc la manifestation d'une mauvaise foi, parce que le gouvernement a eu assez de temps pour discuter avec le nouveau syndicat. Il y a eu la rencontre, donc une rencontre déjà avec le ministre de la fonction publique qui a pris de haut, selon nos informations, ces syndicats. Il le reconnaît par absolument, et je ne crois pas que c'est la bonne attitude pour un ministre. Donc, quelle que soit la taille du syndicat, il faut ouvrir les bras, discuter, et même si on ne veut rien faire, on ne peut pas le dire et les minimiser, en fait. Donc, c'est ces attitudes-là qui ont exacerbé la crise aujourd'hui. Jusqu'à avant-hier ou hier, mais le gouvernement était absent du débat syndical. C'est-à-dire les élèves se mettaient dans la rue, on ne savait pas ce que le gouvernement pensait. Et puis, ça c'est parti et ça a pris sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est maintenant qu'on voit, on ne va pas avoir des gens qui sont des médecins après la mort. On ne veut pas des ministres qui attendent la crise avant de réagir. On veut des gens qui anticipent des crises, qui règlent les choses à la racine et non qui attendent que les fruits pourrissent. Donc il faut quand même appeler le gouvernement à ses responsabilités. De toutes les façons, l'interlocuteur aujourd'hui c'est le gouvernement. Que moi-même je sois un syndicat, et je crée un syndicat et que je sois le seul membre, je vais manifester, c'est le gouvernement avec qui je vais parler. Si le gouvernement ne veut pas, donc il y aura du grabuge avant que ça il intervienne. En une minute, en 30 secondes. Oui, Junior, moi ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut arrêter ce schisme syndical qui se crée. Parce que sinon on va aller vers la création des syndicats comme la création de partis politiques au Togo. Comme les journaux. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, parce que ce qui se passe maintenant dans le domaine de l'enseignement, à cette allure, on risque d'avoir un syndicat pour chaque enseignant.
Il faut qu'on le dise, parce que j'ai fait la genèse depuis 2013 maintenant. Ce qui s'est passé, on a assisté à des choses. La STT a dit qu'elle ne reconnaissait pas les autres centrales. C'est normal. Et donc la STT, tout le monde était d'accord que la STT porte la lutte. Tout le monde se retrouve au niveau du centre communautaire de Toucan. Vous avez un monde fou qui demande des choses au gouvernement. On a obtenu quelque chose au niveau du gouvernement. Et le lendemain, il y a un autre groupe d'enseignants qui disent qu'ils ne se reconnaissent plus. Il y a un autre groupe qui dit, bon, finalement, il va falloir qu'on puisse arrêter ce schisme syndical. Mais c'est ça, sinon, aller vers... le gouvernement aurait pu arrêter ça en trouvant des solutions. Et c'est là, si le gouvernement avait donné des solutions, on aurait dit, aujourd'hui, le gouvernement a raison, c'est les syndicats qui ont raison. Oui, mais on moi... que le gouvernement dépasse des problèmes. Il ne les règle pas. Oui, c'est-à-dire que quand vous parlez de solutions, est-ce qu'il n'y a pas des solutions qui ont été trouvées dans le cadre de la signature d'une feuille de route entre la STT et le gouvernement? Mais la feuille de route, où on est avec l'application? Oui, mais c'est la STT qui doit quand même parler. C'est-à-dire que s'il ne revient pas au gouvernement, c'est la STT qui a mené la lutte. C'est la STT de dire maintenant ce qui ne va pas. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se fait au niveau de la STT pour l'amélioration des revendications. Maintenant, au niveau du CPC, le cadre permanent de concertation, où les fédérations d'enseignants, des syndicats d'enseignants se sont retrouvés, est-ce qu'il n'y a pas une feuille de route par rapport à la signature d'un statut particulier? Qui mènent actuellement le mouvement de grève, ils n'ont fait que réchauffer un engagement pris par le gouvernement en 1975, quand il a décidé de réformer l'éducation togolaise, en promettant des primes. Alors, oui, mais c'est ce que je dis. Moi, je dis que c'est un schisme syndical qui se crée. Il va falloir qu'on puisse... Malheureusement, on a passé le temps, on va marquer la pause pour notre invité. On aura en parler avec d'autres confrères la semaine prochaine. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de parler du Ghana. On a eu un retard au début. Nous excusons auprès de ceux qui nous suivent actuellement. On attend les résultats. Lundi, on va en parler. Peut-être vous dire un mot. On sent que le président Tchadjou Mahama est de perdre le pouvoir. Un mot? Non, je crois que le processus aille jusqu'au bout. Nous savons que nos voisins, les Ghanéens, ont déjà une tradition en matière d'alternance et de démocratie. Donc, et le meilleur va gagner. Maintenant, les tendances et les résultats qui tombent et qui ne sont pas donnés par la Commission électorale nationale ghanéenne, est-ce qu'il faut prendre ça pour argent comptant? Bon, c'est une question aussi, parce que c'est un pays qui est connu pour son calme en matière ou bien en période électorale, mais cette fois-ci, ça craint. Donc il faut quand même appeler les Ghanéens à se calmer et à faire confiance à leur commission. Le NPP menace de descendre dans la rue si vraiment ne proclame pas son candidat qui apparemment visiblement a de gagner. Ils ont menacé, ils disent qu'ils vont descendre dans la rue. Bon, mais je pense qu'il faut arrêter ça au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire qu'à force de tirer trop sur la corde, elle finit par se rompre. Le Ghana est un modèle en matière de démocratie. Et donc je ne pense pas que le président John Mahama a à cœur de pouvoir bafouer toutes les règles et le résultat issu des urnes. On attend de voir ce que ça va donner réellement. Il y a des tendances, mais moi officiellement je veux qu'on puisse savoir exactement qui a gagné. Merci. Une pause derrière pour notre invité Jean-Claude Vignoli. Il est le directeur du programme de UPR Info. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets. Retour en studio avec notre invité Jean-Claude Vignoli. Je rappelle qu'il est le directeur des programmes de UPR Info. UPR Info, UNG basé en Suisse. Bonjour Monsieur Vignoli. Bonjour Monsieur. Alors d'abord, c'est quoi UPR Info? Quels sont les domaines d'activité de votre organisation? On travaille sur l'examen périodique universel, un examen qui touche tous les pays du monde, qui sont examinés tous les 5 ans à Genève par la communauté internationale. On a des bureaux à Bangkok et à Nairobi. On soutient absolument tous les acteurs qui peuvent s'engager à l'examen périodique universel, tels que le gouvernement, la société civile, les professeurs, les institutions, etc. Ou les journalistes aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que le PU, examen périodique universel, c'est quoi? Alors, une fois tous les 5 ans, et le Togo vient d'être examiné le 31 octobre de cette année à Genève, la communauté internationale se réunit et
et examine, en fonction du rapport national qui est proposé par le pays, quelle est la situation en matière des droits de l'homme. Il y a un deuxième élément aussi, c'est la participation de la société civile, puisque la société civile de chaque pays peut soumettre également des rapports qui sont ensuite résumés dans une compilation, dans un résumé du Haut Commissariat. Donc la société civile du Togo a participé au mois de mars pour soumettre des rapports à Genève, est venue ensuite début octobre à Genève pour rencontrer des diplomates, pour leur demander un certain nombre de recommandations, et le 31 octobre, le résultat de tout ce travail s'est vu. Alors, on a vu que votre ONG, vous l'avez dit, aide des organisations non gouvernementales ici dans les pays du Sud ou bien dans les autres pays pour aller assister donc à leur pays. On a vu aussi que cette année, il y a eu des organisations togolaises qui sont parties là-bas à Genève mi-octobre pour la pré-session de l'EPU et que UPR Info a financé certaines d'entre elles. Comment s'est fait le choix de ces organisations? Alors, le choix est très simple, parce qu'au final, il y a certaines règles dans l'examen périodique universel. C'est tout d'abord essayer de travailler en coalition. Donc, lorsque les ONG travaillent en coalition, elles ont beaucoup plus de chances d'être soutenues dans leur voyage à Genève. Ensuite, il y a une autre réalité, c'est qu'un nombre limité d'organisations de la société civile peuvent participer dans ces pré-sessions que mon organisation réalise un mois avant l'examen périodique universel. On en a 5, voire 6 maximum. Ce qui ne reflète jamais toute la diversité de la société civile dans le pays. Sachez que par exemple pour les pré-sessions que l'on a organisées sur le Népal, un petit pays d'Asie, on a eu plus de 45 ONG qui ont voulu participer à nos pré-sessions et malheureusement on a dû dire non à une quarantaine d'ONG. Alors aujourd'hui, quand on parle de PU, examen périodique universel, qu'est-ce que ça veut bien dire en termes concrets? En termes concrets, on veut faire avancer les droits de l'homme. Où que ce soit, puisque on l'a vu depuis 2008, ce mécanisme est relativement récent, on l'a vu depuis 2008, tous les pays font face à des défis en matière de droits humains, tous. Par exemple, le Togo a une commission nationale de droits humains. Par exemple, le Togo vient récemment de criminaliser les actes de torture. Mon pays d'origine, la Suisse, n'a ni l'un ni l'autre. Donc on voit que chaque pays, à sa manière, essaye, certains avec sincérité, certains avec un peu moins de sincérité, de s'engager pour la promotion et la protection des droits humains dans son propre pays. Et cela se fait avec l'aide de la communauté internationale, puisque le Togo non seulement reçoit des recommandations, mais il en fait également à d'autres pays de la planète. Alors aujourd'hui, quel est l'état de la situation des droits de l'homme au Togo? Écoutez, ça c'est difficile de vous répondre dans l'absolu. Il y a un certain nombre de problématiques qui ont été soulevées lors de l'examen périodique universel du Togo le 31 octobre. À cette occasion, le Togo a reçu 195 recommandations, alors qu'il en avait reçu 133. Et je tiens à préciser ici une chose, cette augmentation de recommandations n'est pas synonyme de détérioration. Et j'ai entendu beaucoup de journalistes ici et là dire ça. C'est faux! C'est faux, il faut bien le dire, l'examen périodique universel est victime de son succès. De plus en plus d'États veulent faire des recommandations, veulent être visibles sur la scène internationale, et le résultat de cette participation accentuée, c'est plus de recommandations. La moyenne de chaque État, c'est 200 recommandations. On est pile là-dedans. Les États-Unis ont reçu 388 recommandations approximativement, le double du Togo. Je vous laisserai juger. Maintenant, est-ce que vos recommandations ont une force coercitive? Et est-ce que chaque année, quand vous faites des recommandations aux États, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites aux États pour pouvoir mesurer la mise en œuvre des recommandations? Alors, tout est basé sur l'aspect volontaire dans l'examen périodique universel. Les États sont invités à se présenter, sont invités à soumettre un rapport, sont invités à collaborer avec la société civile. Au début, beaucoup de gens étaient sceptiques. Il faut bien le dire, avant le démarrage de l'examen périodique universel, on se demandait un peu qu'est-ce que c'est ce mécanisme où l'on se soumet volontairement, ça ne va jamais marcher. La réalité, c'est que c'est certainement aujourd'hui le mécanisme qui a le plus de succès au niveau international en matière de droits humains. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression politique. D'un seul coup, ce n'est pas des experts, des juristes qui vont faire des recommandations à un pays, mais c'est d'autres
pays qui sont des partenaires techniques et financiers ou des pays qui ont des échanges économiques importants. Donc on les écoute beaucoup plus qu'un juriste, quelle que soit sa renommée internationale. Donc malheureusement aujourd'hui on n'a pas de mécanisme contraignant autour de l'examen périodique universel. Le monitoring, enfin la surveillance n'est réalisée en gros que par la société civile. C'est d'où l'importance du travail de la société civile. Sans la société civile, ce mécanisme est une coquille vide. Ouais, merci M. Vignoli. J'ai deux questions pour vous. Je vous envoie la première. Est-ce que ce mécanisme, à mon sens, est-ce pas trop commercial et cosmétique? Est-ce que parce que je suis un pays et je veux être bien vu sur le plan international, je viens me soumettre, mais en réalité, sur le plan interne, les choses ne vont pas réellement évoluer? Oui, bien sûr. On peut être sceptique, et c'est exactement le type de scepticisme qui était partagé au début. Mais en réalité, c'est ce qui explique la réussite de l'examen périodique universel. Chaque pays veut bien paraître. Chaque pays a un ego démesuré. Donc c'est la raison pour laquelle tous les pays de la planète sont venus se présenter, non pas une fois, mais 2 fois au cours des 2 années. Ils ont été examinés à distance de 5 ans pour chacun. Ils sont tous venus à Genève, parce que d'un seul coup, c'est leur honneur qui est en jeu. Et l'honneur est important pour chaque État de cette planète. Donc, je vous dirais, ces inconvénients-là sont en fait les clés de la réussite, les clés pour comprendre la réussite de l'examen périodique universel. Le Togo, il est vrai, a adopté toute une série de textes de loi durant ces quelques mois. Bien sûr que c'était dû à la pression de l'EPU, mais en même temps, tant mieux. C'est la même chose pour tous les États. Pour tous les États, j'insiste là-dessus. Voilà, la deuxième question peut-être un peu plus d'actualité, mais plus complexe, c'est on parle du droit des LGBT, et je crois que le gouvernement togolais a été interpellé là-dessus. Est-ce que les droits de l'homme, donc ça se mesure à l'aune de quoi au juste? Parce que est-ce que chaque peuple n'a pas aussi ses réalités? Est-ce qu'on ne prend pas en compte aussi les coutumes, les réalités, les habitudes de chaque peuple, ou les droits de l'homme doivent s'imposer de l'extérieur? Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'imposer de l'extérieur, et l'histoire nous a montré dans quelle folie nous nous sommes lancés lorsqu'on essayait, pour des raisons humanistes, d'imposer des standards. D'un autre côté, je crois vraiment à l'universalité des droits humains, et c'est pour cela que je respecte énormément le continent africain qui a contribué d'une manière très substantielle et pas anecdotique, j'insiste là-dessus, à la création des standards internationaux qui existent aujourd'hui. L'Afrique a contribué notamment à des pans entiers de l'architecture qui concernent les droits économiques et sociaux. Aujourd'hui, si on ne s'intéresse pas aux droits économiques et sociaux, on ne peut pas se réclamer défenseur de droits humains. Donc maintenant sur la question LGBT, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je ne sélectionne pas plutôt un droit qu'un autre, j'ai une approche globale. Et je dois vous avouer que discriminer une partie de la population me pose un problème. Que ce soit des autochtones, et ça c'est une question aussi très importante en Afrique, ou en Amérique latine, ou en Asie, que ce soit des personnes pour leur orientation sexuelle, que ce soit des personnes qui soient albinos, etc. Maintenant, ça choque les mœurs. Je comprends très bien, je le conçois, il ne faut pas forcer sur ces questions-là, mais quelque part, si on y réfléchit bien, on a dû forcer sur la question des femmes. On a dû le forcer parce que c'était les mêmes arguments qui étaient développés. Oui, mais traditionnellement, les femmes restent à la maison. C'était les mêmes débats qu'il y avait en Europe. Ne croyez pas que c'est des débats uniquement africains. Nos sociétés sont en train d'évoluer de manière globale, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, on le voit, mais au moins discutons-en. Discutons-en avec sincérité, avec des éléments, avec des arguments, mais n'hésitons pas à recueillir les témoignages des uns et des autres, que ce soit sur cette question-là ou que ce soit sur n'importe quelle autre. Alors le Togo a raison donc d'avoir refusé la recommandation portant sur les LGBT tout ça là? Moi, je ne vais pas prendre position sur qu'est-ce que le Togo aurait dû faire ou pas. Le Togo est un État souverain.
comme tous les États de la planète. Il l'a décidé de manière souveraine. Maintenant, on doit continuer la discussion parce que l'on sait, on ne peut pas rejeter de recommandations à l'examen périodique universel. Ça, c'est un élément qui est intéressant. On peut uniquement noter une recommandation. Ça paraît technique. Noter, ça veut dire quoi? C'est fondamentalement la même chose que rejeter, sauf que c'est un langage beaucoup plus diplomatique. On est dans le domaine de la diplomatie, les mots comptent, mais il faut savoir que les recommandations notées sont à hauteur de 20% malgré tout mises en œuvre. Donc des États rejettent des recommandations et reviennent dessus par la suite parce qu'ils ont discuté avec la société civile, ils se sont rendus compte que, après tout, c'est pas si compliqué de les mettre en œuvre. On a vu des États comme le Danemark, par exemple, revenir 2 ans plus tard et dire il y a 20 recommandations qu'on avait précédemment notées, aujourd'hui on les accepte. Donc il n'y a pas de honte à revenir sur des recommandations notées. Les recommandations notées, à mon sens, doivent être seulement temporisées, parce que sinon elles vont être faites à nouveau 5 ans plus tard par les mêmes États. Alors, le Togo a noté combien de recommandations lors de l'EPU? C'était autour des 12-13%. Il y a un certain nombre de recommandations qui restent en attente parce que le rapport sera définitif au mois de mars. On est encore en zone grise jusque-là. Au mois de mars, le Togo va remonter encore à Genève ou bien vous allez le faire et envoyer ça au Togo? Non, ça sera de nouveau à Genève. Ce sera soit la même délégation qui reviendra, qui était représentée par Monsieur le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, soit ce sera l'ambassadeur. Je pense que c'est des discussions internes, j'ai pas plus d'informations. J'aimerais qu'on revienne un peu à votre rôle avant de parler de la parole et l'homme. Alors, lors de l'EPU sur le Togo, on a vu que UPR Info a financé les ONG Togo. Je reviens là-dessus parce que, est-ce que vous avez un point focal ici au Togo? Parce qu'il pose la question plus parce que il y a une association qui a accusé, je me suis de l'activité qui a accusé le CACIT d'avoir œuvré pour qu'elle ne reçoive pas la bourse de financement pour aller à Genève. Est-ce que UPR Info a un point focal ici? Si oui, le point focal a intervenu pour que Azivito n'ait pas la bourse pour aller à l'EPU à Genève? Parce que c'est une question qui intéresse les Togo. Oui, bien sûr. Non, mais en plus, c'est une question de transparence. Et si les ONG ne sont pas transparentes elles-mêmes, de quel droit est-ce qu'elles pourraient demander au gouvernement d'être transparent? Je vais être très transparent là-dessus. Nous avons travaillé avec les ONG principales qui étaient derrière donc ces groupements d'ONG qui ont soumis des rapports à l'EPU. Ça a été nos points focaux. On en avait 2 principaux qui étaient Amnesty International Togo et le CACIT. Ils sont venus à Genève après une sélection que j'ai effectuée moi-même. Sur quelle base? Alors, sur les éléments que je vous disais, avoir participé en coalition, avoir mené une coalition d'ONG dans leur soumission d'un rapport à Genève. On essaye de regarder aussi le professionnalisme de ces différentes ONG, etc. Et que d'autres ONG, parce que malheureusement le nombre est limité, encore une fois, je le conçois tout à fait, des ONG vont être déçus, et c'est normal. Imaginez, il y avait 40 ONG qui auraient pu se fâcher contre mon organisation sur le Népal. Malheureusement, c'est les règles du jeu. Nous, on va faire une sélection en fonction de la capacité à rassembler, parce que si on ne peut pas rassembler au sein de l'EPU, on échoue. On ne peut pas être tout seul, on ne peut pas être isolé. Mais j'ai entendu des choses abominables, comme quoi des ONG togolaises auraient manipulé l'ONU. C'est une méconnaissance totale de ce qu'est l'ONU, de comment il fonctionne. Il y a 193 États membres. Enfin bref, c'est une incompréhension de ce qui se passe au niveau international et c'est de la pure diffamation. On apprend aussi que certains ONG ici essaient de tronquer les rapports avant de vous les soumettre. Est-ce que c'est vrai aussi? On ne nous soumet pas des rapports. On soumet des rapports au Haut Commissariat aux droits de l'homme. UPR Info ne peut rien faire avec des rapports. C'est la société civile nationale qui s'en charge. Maintenant, au niveau de la scène internationale aujourd'hui, on assiste beaucoup plus à un déplacement massif de personnes, notamment les migrants. Mais on constate qu'au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment son article 13, dit que tout être a le droit de pouvoir circuler, de pouvoir s'installer librement dans le pays de son choix. Au niveau de UPR Info, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la crise des migrants en rapport avec le respect de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme? À titre personnel, je suis choqué par ce qui se passe sur le continent européen, mais aussi dans d'autres régions, parce que c'est pas seulement en Europe. On assiste à des comportements qu'on pensait avoir oubliés, qu'on espérait avoir oubliés.
En réalité, ils sont revenus, on assiste à de la xénophobie, on assiste à du racisme, alors que des personnes fragilisées qui essayent de quitter des régions exposées à la guerre, exposées à toutes sortes de choses qui les poussent à quitter leur propre foyer, eh bien, ils arrivent là où elles pensent être accueillis dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis on voit que les choses sont bien différentes. Donc notre monde est en mutation, il est important de respecter les principes qui nous ont permis de créer tous ces instruments régionaux, internationaux ou nationaux, et je regrette que sur les questions migratoires, aujourd'hui, l'émotion ne soit dirigée que sur le côté négatif. On oublie quelquefois que ce ne sont pas des nombres, mais des êtres humains qui sont derrière tout ce qui se passe. Oui, mais une question allant dans ce sens. Et peut-être, moi je me pose la question, quelle serait l'attitude d'un pays qui se sent envahi? Et voilà, donc un peuple qui estime que il ne peut pas, ou bien il ne peut pas supporter toute la misère du monde, et que toute la misère du monde vient les envahir. C'est-à-dire, quelle peut être l'attitude de ce peuple? Qu'est-ce que ça veut dire envahir? Ça veut dire prendre le pouvoir? Non, pas prendre le pouvoir, mais attends, supposons le Togo ici, un bon matin comme ça, 100 000 personnes, 200 000 personnes arrivent chaque mois. Des millions de et il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de... où on les loger, le travail, comment les alimenter. Alors, le Togo doit croiser les bras et laisser faire? Certainement pas. Il doit y avoir une coopération régionale pour résoudre ce genre de problème. Imaginez qu'un pays comme le Liban accueille aujourd'hui plus de migrants syriens que de l'Europe tout entière. Il y a ce qu'on peut faire et ce que l'on a peur de faire. En tout cas, ce que l'expérience a montré, c'est qu'il faut coopérer de manière régionale. Ce n'est pas un seul État qui peut répondre aux défis contemporains. C'est vraiment la communauté internationale ou des communautés régionales qui doivent s'entendre et trouver des solutions ensemble. Il y a des solutions qui existent. Simplement, il faut pouvoir en discuter avec toute la franchise qui y est. Mais il faut les moyens pour faire face à ces migrants aussi. Oui, c'est pour ça qu'il faut d'abord s'organiser, avoir un plan et en discuter avec des partenaires techniques et financiers. Oui, mais ma question même visait l'attitude de l'Europe et de certaines puissances dans le monde, parce que quand des pays vont bombarder d'autres pays, vont tuer des chefs d'État d'autres pays, et après ils crient qu'ils sont envahis, j'allais en venir là. Alors, parlons de la Libye. Parlons de la Libye et d'autres pays. Donc, quelle alors est votre vision de cette attitude de gendarme que les Européens, ou du moins certaines puissances, comment ils la ont? Ça, je ne peux pas répondre, je sors totalement de ma fonction. Je vous donnerai mon avis personnel qui a assez peu d'intérêt, j'imagine, pour les téléspectateurs. Alors, non, on va oui, justement, rapidement, oui. On voit que l'Italie aujourd'hui est envahie par un flot de migrants plutôt en provenance d'Afrique, et chaque jour le nombre se fait un peu plus croissant. Mais au niveau de l'Europe, on n'assiste pas à cette solidarité dont vous parlez, à cette coopération régionale dont vous parlez. Comment cela s'explique? Une peur et également une montée de l'extrême droite assez claire sur ce continent. Je pense que personne ne peut le nier. Et des politiciens affolés par cette montée de l'extrême droite et qui parfois écoutent un petit peu trop ce qui se dit pour des raisons politiciennes. Vous êtes au Togo ici depuis quelques jours, vous avez eu à rencontrer la société civile aussi, les journalistes. À propos de l'EPU, que vous demandez aux journalistes par exemple par rapport à l'EPU? Je pense que je demande beaucoup de sérieux aux journalistes parce que la couverture de ce qu'est le PU s'est fait par beaucoup de journaux de manière assez amatrice. On a invité toute une série de journalistes pour expliquer ce qu'est le PU, pour s'assurer qu'ils comprennent un peu mieux et que les explications données par voie de presse soient conformes à la réalité. Et sur les 15-18 journalistes qu'on a invités, seuls 7 sont restés pour une formation que j'espère en tout cas de qualité sur le PU, et ensuite j'ai eu l'occasion de voir que ceux qui sont passés pour la cérémonie d'ouverture et ont très vite quitté l'atelier.
Et voilà, la qualité, le manque de qualité était là, et évidemment, on n'a pas été formé sur la question, alors que le rôle des journalistes est fondamental, pour deux raisons. On parle des journalistes à l'EPU, on parle de la liberté d'expression, donc vous recevez le droit de vous impliquer dans l'examen périodique universel. Et ensuite, vous avez votre rôle de courroie de transmission, où vous pouvez transmettre les informations à la population. Vous digérez, vous analysez l'information et vous la transmettez à la population. Est-ce qu'au niveau de l'EPU, vous demandez à des journalistes, ou vous invitez les journalistes à pouvoir assister à l'examen périodique universel à Genève, lorsque les États sont invités? Alors, notre organisation, non, parce qu'on ne met pas nos forces sur l'examen lui-même, qui est de toute façon dirigé par les États envers un autre État, donc on pense que c'est moins intéressant, on va dire. Par contre, on va essayer de donner des formations. Par exemple, on a donné une formation à des journalistes à Niamey, il n'y a pas très longtemps, au Niger, et ils ont décidé de se constituer en réseau d'experts de droits humains pour pouvoir renforcer leurs capacités et donner des informations de meilleure qualité au grand public sur la question de l'EPU et des droits humains en général. Alors donc, Olivier, qu'est-ce que vous leur demandez pour le suivi? Alors, je les encourage, je ne demande rien, je suis une ONG internationale, je pense que le travail doit être abattu avant tout par la société togolaise, la société civile togolaise. Moi je leur demanderais une chose, c'est de continuer à s'engager à respecter cette charte qui a été adoptée par acclamation hier par une cinquantaine d'ONG. Dans cette charte, qu'est-ce que disent les ONG togolaises, la société civile togolaise? Elle dit deux choses. Elle dit on va s'organiser en groupe, sans exclusion. Toute organisation de la société civile peut nous rejoindre du moment qu'elle a envie de travailler de manière professionnelle sur l'examen périodique universel. Qu'est-ce que ça veut dire, professionnel? Ça veut dire on reconnaît les avancées du gouvernement, parce que des avancées il y en a eu, et on va accompagner le gouvernement dans la phase de mise en œuvre. On va donner des solutions, il faut être concret. Il y a des gens dans la rue, que ça soit à Lomé, que ça soit à Kara, qui attendent des changements, n'est-ce pas? Alors il faut proposer des solutions. Le rôle de la société civile, c'est de proposer des solutions. Pas seulement d'alerter sur ce qui ne fonctionne pas, mais aussi d'être professionnel et de dire, nous on a des idées, on va vous les proposer, et on va travailler ensemble de concert avec toutes les parties prenantes. Merci M. Jacques-Claude Vignoli. Je rappelle que Jacques-Claude Vignoli, il est le directeur du programme de UPR Info, UEG basé en Suisse. Merci à Olivier Mathieu du journal de la Tribune. Merci à Olivier Adia. Merci mesdames et messieurs pour Talk Talk de ce jour. Ça s'achève ainsi. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. Bon week-end à vous tous. Et je vais annoncer à un des fidèles téléspectateurs de cette émission, le confrère Senam Aouklou, qui se met une bougie de plus aujourd'hui. Bonne fête à toi Senam.